Live streaming is on. Ah, tu l'as entendu, la dame? Ah ouais, là, j'ai eu 3 voix d'affilée qui m'ont dit qu'on était en direct. Et là, je vois Didier Bourdon, figure-toi. Oh, yes, ça marche. Et je t'entends Et là, parfaitement. oui, alors, je vais regarder si, n'est-ce pas, oui, tout à fait, oui, nous sommes... bonjour à tous, je crois que nous sommes sur Internet, Mondiovision. Bonjour à tous. Oui, c'est ça. Je crois que nous sommes sur Internet. Ça marche, très bien. Oui, alors, petite introduction avec les inconnus pour commencer cette interview qui restera, non pas douter, dans les annales. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Pierre? Je vous entends 5 sur 5. Très bien. Donc, merci d'être là, hein, Pierre, par ça. Donc, je lance pour commencer. C'était mon introduction. J'ai la flemme, je suis le roi de la France. Non, Mohamed, ne fais pas. Qu'est-ce que tes haricons là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait tes Ghana, les Girondins. Non, non, non. Ghana, il fait partie des droits de l'homme. La vidéo. Oui, Pierre. Oui, pardon, excuse-moi, je croyais que ça coupait. Oui, oui, bah, la vidéo, les inconnus, toujours efficaces. Voilà. Classique. Voilà, c'était pour resituer, n'est-ce pas, le poids culturel et historique du sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est-à-dire les Girondins de Bordeaux. Voilà, Pierre, donc, qui avait déjà écrit il y a l'année dernière son roman, sa novella, je crois, 5 Absolument, jours, la nouvelle. voilà, Ouais. sur le rock, sur le milieu du rock, un milieu que nous avons découvert avec intérêt. Et là, cette fois-ci, il nous revient avec un livre, Le dernier règne des Girondins. Donc, les Girondins, qu'est-ce que c'est? 6 Ligue 1, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 4 Trophées des Champions, une Intertoto. Ça compte. Club le deuxième plus vieux club après Le Havre en France. Donc, au niveau participation Coupe d'Europe, on est 4e. Mais en fait, si on ne compte pas les 10 dernières années, ben, on était premier, je pense. Voilà, historique des Girondins. Voilà, c'est le club qui a passé le plus de temps, qui a obtenu le plus de points en Ligue 1 depuis 1946. Et donc, c'est le club français qui est deuxième au classement perpétuel de la Ligue 1 depuis 1931, je crois. Donc, derrière Marseille. Donc, on est largement devant tous les autres. Donc, c'est pour montrer que malheureusement, actuellement, on est 12e de Ligue 2. Mais que c'est un peu une anomalie historique. Hein, voilà. C'est pour montrer le statut de ce club. Et donc, voilà l'ouvrage dont nous allons parler. Voilà, disponible sur Amazon, un livre de... Donc voilà, vous pouvez voir les débuts, je feuillette sur Amazon. Et Tu vois, il y voilà. a des mots, c'est quand même intéressant pour un bouquin, je trouve. Voilà, il y a écrit. Donc voilà, j'ai fait ma petite introduction et là maintenant, eh bien, je te laisse te présenter, Pierre. Eh bien, écoute, comme tu viens de le dire, je m'appelle Pierre. Je suis un grand passionné de football. Depuis que j'ai 5-6 ans. Je suis tombé dans la marmite voilà, après être allé voir mon premier match. J'avais pas trop d'équipes que je suivais au début. Et puis quand j'ai emménagé à Bordeaux, après un match à Bordeaux-Lille à l'Escure en 96, je suis tombé amoureux des Girondins. Et depuis, je les suis dans les bons comme dans les très très mauvais moments que l'on a pu vivre ces dernières années, notamment les 2 dernières. Voilà, et donc C'est sûr. je voulais rendre hommage à la dernière saison, dernière année civile où les Girondins régnaient en tant que maîtres au niveau français et aussi européen. On en reparlera plus tard, je pense. Donc voilà. Oui. Très bien. Bon, pardon, hein, je fais des petits réglages Internet en même temps, mais voilà, j'essaie de... Je suis au four et au moulin. Je suis, n'est-ce pas, à la fois journaliste, technicien. C'est l'époque qui veut ça. On doit tout faire. Mais Absolument. on s'est adapté. Ouais. Donc voilà, tu as souhaité rendre hommage. Oui,
Donc, est-ce que tu veux faire un petit pitch sur ton ouvrage? Peut-être. Je peux et je veux. Je peux et je veux. Donc, on suit les aventures de. Là, je me souviens plus du nom du protagoniste, de Louis Lartigue, jeune journaliste au Courrier bordelais, qui est chargé de suivre les matchs des Girondins en compagnie d'une sommité du métier qui s'appelle Didier Cazenave, à côté de qui et avec lequel il va apprendre les ficelles du métier, j'ai envie de dire. Et heureusement pour lui, enfin, une chose qui tombe très bien, Louis va suivre les Girondins au début de l'année 2009. Donc, une année qui va être ponctuée d'un titre de champion de France, d'un trophée des champions et d'un super parcours en Ligue des champions. Ce qui est une chose à l'époque qui était assez rare pour un club français. Enfin, si on accepte Lyon, mais là, Bordeaux va finir avec le meilleur nombre de points de la phase de poule, qui était un peu du jamais vu. Voilà. Et donc, il va suivre cette saison de différentes façons dans les stades, sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio. Il va être au contact de plein de gens différents. Donc voilà, c'est ce que l'on suit dans la nouvelle. J'ai la 4e de couverture sur l'écran. Voilà, on voit un peu comme tu as décrit le résumé de cet ouvrage. Pourquoi as-tu choisi ce titre? Bien écoute, tout simplement parce que ça correspond. Je vais donner une réponse très très basique, mais ça correspond vraiment à la dernière fois que les Girondins étaient au sommet. Parce que quand devant comme je disais, on a vécu des saisons très difficiles, et je me demandais en 2021-2022, je me demandais quelle était la dernière année où vraiment Bordeaux était au sommet. Et donc, c'était l'année civile 2009, de janvier à décembre. Voilà, donc le dernier règne, c'est venu de là. Oui, là, j'ai mis le diagramme sur un site de foot, là où on voit effectivement on était professionnel, et donc après, on voit tous les petits points, ils sont quasiment, enfin, très souvent tout en haut du diagramme, ça veut dire qu'ils sont presque tout le temps dans les 5 premiers, quoi, on va dire. Et puis, sauf là, on voit là, ici, à partir de 2009, champion. Et là, après, on voit la dégringolade jusqu'à nos jours, 2023. 3e de Ligue 2 et là, 12e maintenant. Voilà, donc c'est l'histoire d'un déclin, c'est l'histoire d'une chute pour l'instant ininterrompue. On ne sait pas ou jusqu'où ça va arriver. Non, mais je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, on était déçus et on râlait quand on finissait 4e et en Coupe d'Europe. Alors que maintenant, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Enfin. C'est sûr, on a été très mal habitués. On se connaît depuis très longtemps, hein, depuis le collège. Donc, il se trouve que toi, les Girondins de Bordeaux, tu n'es pas devenu supporter juste parce que tu habitais à côté du stade ou à Bordeaux, mais tu connaissais vraiment intimement, on va dire, les lieux de leurs exploits, etc. Tu étais une enfance vraiment. Oui. Enfin, quand j'ai emménagé à Bordeaux, d'une part, j'ai emménagé à côté du stade, et c'est vraiment, c'est un peu comme le processus qui m'a fait aimer le football, c'est quand je suis allé voir mon premier match. Donc, je suis allé voir mon premier match de football, j'étais gamin, et j'ai adoré tout de suite. Et là, je suis allé voir un match des Girondins, le premier. C'était donc un Bordeaux-Lille, gagné 3-0, avec un but de Jean-Pierre Papin, qui était mon idole à l'époque. Et c'est vraiment là que je suis vraiment tombé amoureux de l'équipe. De l'ambiance, du stade, de l'architecture du stade, de l'ambiance avant les matchs, les boulevards qui étaient remplis de marchands ambulants qui vendaient je sais pas, des sandwichs à la ventrèche, des hot dogs, des trucs comme ça. Tu avais une odeur de frites, une odeur voilà, une odeur particulière, l'odeur des matchs. Voilà, c'est tout ça qui m'a fait tomber dedans. Oui, oui. Et oui, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois où tu es rentré dans le stade donc pour ce match, quand tu es rentré dans le. Tu avais déjà été dans un stade ou pas avant? Alors, j'allais dans un petit stade, c'était à Tours, donc c'était le stade des Rives du Cher. C'est un stade à ciel ouvert, donc il n'y a pas comment dire, on perd un peu de l'aspect de grandeur.
Là, franchement, les Scurs, je passais souvent devant avec mes parents en voiture. Donc déjà, c'est bien de franchir l'étape, de rentrer dedans. Et puis, oui, non, c'est magnifique. Quand tu franchis l'arche au niveau du virage nord, quand tu montes les escaliers et que tu arrives au sommet de l'escalier et que tu vois qu'en fait, le terrain, il est un peu enfoncé, donc que tu vas descendre pour rejoindre ta place, et qu'en fait, peu importe où tu es dans le stade, tu es hyper proche de la pelouse. Ouais, c'est impressionnant. Et surtout, en 96, je me souviens, donc j'avais vu le match en virage nord et tu avais des travaux pour la Coupe du Monde de Ah ouais. 98. Et donc, tout ce qui était ultra et les Vils, ils étaient virage nord. Donc, j'étais au cœur de l'ambiance. Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai, je m'en rappelle, moi aussi. J'ai dû aller au stade en première fois, ouais, en 94 ou 95 et je me rappellerai toujours, ouais, de l'émotion quand tu rentrais là, quand tu montes l'escalier au virage sud haut et tu arrives là et j'avais jamais vu, ouais, une, un rassemblement de gens aussi impressionnant. C'est Et ça, puis ouais. effectivement, le stade enfoncé, ça m'a mis une claque dont je me souviendrai toute ma vie. Surtout à l'époque, vu les joueurs qu'on avait, ça donnait envie aussi. Ouais. C'est sûr, oui. Il y a une grande différence, oui. Même après, on allait jouer au foot carrément dans le petit terrain annexe derrière, quoi, derrière le stade. Donc, Absolument, tous les vendredis, souviens-toi, 16h. C'était bien de jouer au foot quand même avec le stade en toile de fond. Hein. C'était, vu nos qualités footballistiques, disons, moyennes, ça nous permettait de nous projeter et d'ajouter un peu plus de fantaisie à nos matchs. ouais, ouais, c'était épique, ouais, c'est vrai. On a passé du temps là-bas, pas mal d'années, quelques années, quoi. Tous les week-ends et les vacances, on s'amusait bien le vendredi. Ouais. C'était sympa. Donc c'est sûr que tu as bien connu ce stade, tu n'as pas juste été un supporter à distance surtout qu'à l'époque, il y avait pas internet et pas la télé, qui retransmettait tous les matchs, donc Ouais, c'était c'est ça. Oui, oui, non. Puis, enfin, dans le livre, il y a plusieurs moyens de retransmission du match. C'est ce que j'ai vécu. Et à l'époque, comme tu disais, il n'y avait pas Internet, il y avait peu de. Il y avait ce qu'on appelait le pay-per-view, donc tu payais pour regarder le match, mais c'était pas très développé. Alors que maintenant, tu payes pour 2 ou 3 bouquets de chaîne et tu as tous les matchs. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Tu avais Canal Plus qui diffusait la Ligue 1 et tu avais un match par semaine. Donc, Mmh. tu avais Bordeaux, rarement, on va dire une fois tous les 2 mois peut-être. Tu avais évidemment les émissions comme Téléfoot, Jour de foot, Stade 2, tout le sport qui montrait les buts, mais c'était compliqué de suivre en intégralité les rencontres. Et j'écoutais à la radio en fait au début. J'écoutais à la radio sur 8 FM, souviens-toi. Ah là là, Euh, et c'était Alain un exercice. Baudron. Alain Baudron, moi j'ai commencé, je crois, c'était Éric Oui, Barrère. ah oui, Éric Barrère. Éric Barrère, qui est Et sur après Nicolas Eurosport Vidal. maintenant. C'est ça. Donc c'était assez stressant de vivre le match parce que les mecs, enfin les journalistes, pour rendre le match vivant, sont un peu obligés de s'enthousiasmer, de partir dans les aigus. Donc quand les mecs s'énervent, tu as une touche, si tu veux, donc c'est un peu stressant, mais on s'y fait vite. Voilà. Ah ouais, c'est honnêtement, le fait de pas voir, les images, ça a développé ton imaginaire, beaucoup plus qu'effectivement maintenant qu'on regarde le match à la télé, et Oui, ça magnifie, quoi. Mhm. Ça Parce que je magnifie, puis pense même que ouais. Oui, pardon, je t'en prie. Non, mais ça, enfin, je trouvais peut-être que le niveau, bon, il était supérieur à maintenant, certainement, vu qu'on était dans les meilleures équipes, françaises, mais il devait pas non toujours être génial, mais c'est vrai que le fait de pas voir, on pouvait imaginer, et puis effectivement, on avait quand même des commentateurs, comme tu dis, qui avaient un art oratoire pour essayer de nous accrocher, quoi. Oui, 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 complètement, complètement. Non, et surtout, quand tu disais que les joueurs étaient meilleurs à l'époque, techniquement, je dirais. Techniquement, c'était autre chose. Mm. Maintenant, le football, l'accent a été placé sur plus les qualités physiques, l'endurance, la vitesse. Mais Mhm. techniquement, les joueurs à l'époque, je sais pas, quand j'ai commencé à suivre les Girondins dans 196, tu avais quand même des joueurs comme Mikou, Ziani, Pavon, Papin. C'était pas rien, quoi. Ouais, c'est sûr. On avait ouais, ouais, un ballon d'or quand même dans l'équipe.
même C'est si clair, j'étais c'était un moins. événement. Quand il a signé, c'était un événement. Je me souviens, même le journal télévisé, on s'en rend pas compte, mais je me souviens d'avoir vu, c'était à l'été 96, le journal télévisé, c'était TF1, parler du retour de Papin, qui venait du Bayern, je crois, comme un événement, quoi. Bah, il avait eu son Ballon d'Or, je crois, c'était quand, en 93? 91, ouais, avec Marseille. Enfin, donc, si là, Bordeaux, on avait signé Messi, quoi, en fait. Ouais, Enfin, c'est bon, ça. toute proportion. C'est pour dire le niveau que Bordeaux avait. Enfin, et encore, bon, comme dirait notre enseignant de physique au lycée, on n'avait pas connu les années 80, où là, Bordeaux, on était dans les 5 meilleures équipes européennes, voilà, enfin, pendant quelques années, quoi. On avait une Ah, escouade d'internationaux, tu avais la moitié de l'équipe de France, quoi. Tu avais Giresse, Tigana, René Girard, Bernard Lacombe, Dominique Dropsy, et j'en passe. ouais, ouais, non, bon, allez, c'est sûr que faut pas y penser, sinon, bon, ça donne des maux de tête, là, donc. On se fait du mal, Guillaume, on se fait du mal. Ouais, donc là, oui, voilà, ça c'était un peu pour l'intimité. Oui, comment, donc tu as eu l'idée de cet ouvrage quand? Il y a combien de temps? Eh bien, justement, devant la dégringolade du club, je me suis dit, enfin, pour resituer un peu pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, je pense que la dernière saison à peu près sympa, c'est 2018, quand on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Ensuite, il y a un investisseur, plutôt un voleur américain qui arrive au club, qui fait absolument n'importe quoi. Ce qui fait qu'on vend les meilleurs joueurs à des tarifs prohibitifs et on recrute des joueurs pour 3 fois rien qui sont nettement moins bons. Ce qui fait que logiquement, le niveau de l'équipe baisse. Donc à partir de là, on a eu des saisons terribles, des contenus terribles, des enchaînements de mauvais résultats, de mauvaises performances en Coupe d'Europe, parce qu'on fait la Coupe d'Europe en 2018-2019, et on n'est pas capable de battre des équipes comme le Slavia Prague, Copenhague, ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg, mais le Zénith, c'était un peu plus au-dessus que nous. Mm. Pareil, on vend nos meilleurs joueurs, on prend des joueurs moins bons à la place, on dégringole au classement, on n'est plus européen, on finit dans le ventre mou, puis on finit en Ligue 2, et en 2022, quand on finit en Ligue 2, je me dis, bon, va falloir penser à autre chose, va falloir penser à des moments meilleurs, et voilà, comme je te disais, je me suis demandé quand était la dernière fois qu'on avait vraiment vibré et dominé le football, et c'était l'année 2009. Ah ouais. Et comment, comment après, tu peux nous décrire ton travail d'auteur, un peu? Comment tu fais pour écrire un livre? Quelles sont tes techniques, de travail, quoi? Alors là, pour ce livre-là, ça a demandé pas mal de recherches, parce que même si c'était il y a 13 ans, 14 ans, l'année 2009, Mmh. on oublie un paquet de détails. Moi, j'ai plutôt une bonne mémoire, mais là, il y a plein de choses qui m'ont échappé. Tu peux pas te souvenir de tout, forcément. Donc, ça a nécessité pas mal de recherches documentaires, j'ai envie de te dire. Consulter des anciens magazines de l'époque, comme France Football. Euh, Regarder les résumés des matchs quand ils sont disponibles. Regarder les matchs quand ils sont disponibles aussi. Et voilà, essayer de recréer l'ambiance de l'époque à partir de ces recherches. Ouais. Et après, au niveau de l'écriture en elle-même, comment tu fais? Comment tu écris le texte? La vache, la question. J'ai envie de te dire avec un clavier et un écran, mais Non, mais comment j'ai... est-ce que tu fais un premier jet, et après tu Ah oui, oui, oui. reprends par phrase, ou alors tu fais direct et c'est nickel direct? Alors non, 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 non. Je fais un premier jet qui, je pense, est la base, parce que je pense que le premier jet, c'est toujours le plus important. Et après, j'essaie de modifier, d'éviter les répétitions, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout quand tu parles de foot, parce que le vocabulaire n'est pas extensible à l'infini. Euh, donc oui, j'essaie de retravailler le texte plus pour la fluidité et justement éviter les répétitions. Mais sinon, pour moi, c'est inconcevable de faire un premier jet et que tout soit parfait. Ça nécessite du travail ensuite. Mmh. Même Ah si oui. les idées sont dans le premier jet, mais la forme sera dans le travail après le premier jet. Voilà. Ah oui, oui. Ouais, ouais.
Ah oui, on voit les phrases sont bien tournées. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un travail sûrement de relecture, réécriture, parce que Oui. ça, c'est sûr que ça se sent dans la lecture. Et es-tu optimiste pour les Girondins de Bordeaux? Quel avenir tu leur vois? Écoute, il y a 2 mois, je les voyais champions de France de Ligue 2. Là, après 2 déconvenues, 3-0 à Pau et 4-2 à domicile face à Auxerre, ça me paraît compliqué. Je sais pas, j'ai pas envie de me prononcer parce que on peut pas prédire l'avenir. La Ligue 2 est assez relevée cette année. Il y a quand même des équipes comme Auxerre qui sont descendues, Angers. Il y a des équipes qui vont être costaudes comme Caen avec Jean-Marc Furlan, que l'on salue au passage. Très grand entraîneur, spécialiste du jeu offensif, qu'on aurait bien voulu voir à Bordeaux. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, ça va être compliqué d'accrocher déjà la montée directe. Éventuellement une place de barragiste, c'est envisageable. Il va falloir vraiment s'améliorer, que les recrues s'intègrent et surtout que les recrues atteignent le niveau de performance qui était le leur dans leur club précédent. Après, j'ai quelques réserves sur comment dire, sur l'entraîneur. J'ai l'impression qu'il n'a pas une grande influence sur l'équipe. On a un style de jeu qui est assez prévisible. Il n'y a pas beaucoup de folie. Enfin, si tu regardes un match de Bordeaux, tu vois toujours la même chose. Un jeu assez lent, assez latéral, avec pas beaucoup de prise de profondeur, de centre, de dédoublement. Ouais, on a plutôt une équipe assez, comment dire, prévisible, mais en même temps, on a aussi une certaine force dans nos actions. On est prévisible, mais on peut arriver à marquer aussi. Mais je pense que si tu étudies l'équipe comme a fait Auxerre en jouant sur les côtés, dans le dos de la défense, là, on peut avoir des problèmes. Et c'est un problème qui est récurrent, qu'on connaît depuis l'an passé, qui n'a pas été résolu. Donc, voilà. Donc, oui, non, je suis moins optimiste que je l'étais il y a 2 mois. Voilà, disons. Oui. Ah, Auxerre, d'ailleurs, un autre club qui a été brillant dans les années 90-2000 et qui a disparu. Enfin, qui a disparu, qui est moins en haut de l'affiche. Oui, c'est ça. Parce que Auxerre, c'était dingue. Hein. C'était un petit club qui fait demi-finale de Ligue de Coupe de l'UEFA et quart de finale de Ligue des Champions. C'était le club qui berçait nos mercredis soirs, Ouais. les soirées de Ligue des Champions de TF1 quand même, et qui gagnait à l'Ajax, qui gagnait face aux Rangers, c'était pas simple. Hein. Ils avaient des super À joueurs, dont Dortmund, Lille. ouais, ils ont failli battre Dortmund. Ils ont été contre Dortmund, ouais, ils étaient bons. Ah oui, non, c'était une sacrée équipe. Hein. Puis ils mettaient des raclés à l'Ajax Amsterdam. Hein. C'était quelque chose. Ouais, c'est sûr. Ouais, que penses-tu de l'évolution du foot depuis 30 ans? Ah, je sens le petit intérêt dans la question. Comment dire? Bah oui, c'est une évolution négative. Les joueurs ne viennent plus pour un club. Ça devient des mercenaires qui sont intéressés par l'argent. Tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce qui se passe au PSG. Les joueurs n'ont rien à faire du club. Ils viennent juste pour l'argent. Ils se comportent mal. Ils sont pas, comment dire, loyaux ni reconnaissants envers le club. Je ne citerai pas les joueurs, mais il y en a un qui est parti aux Émirats, un autre aux États-Unis, qui sont pourtant des grands joueurs, hein, mais qui ont une sale mentalité. Voilà, enfin, tout est dirigé par le fric, ce qui a une influence négative sur les performances des équipes et sur le style de jeu. Parce que comme il y a des enjeux financiers très importants, les équipes prennent moins de risques pour limiter justement les risques de défaite, ce qui donne un spectacle pas toujours génial, notamment en Ligue 1. Étant donné que l'argent est aussi très présent, ce sont les plus forts qui réussissent en Coupe d'Europe. Si tu regardes le palmarès de la Ligue des Champions sur les 15 dernières années, il n'y a pas beaucoup de roulement. Donc voilà, donc c'est réservé, ça, comment dire, il y a une petite élite qui s'est créée, une élite riche, dotée de moyens financiers importants qui s'est créée. Ce qui a enlevé le côté surprenant. Enfin, c'est plus possible, je pense, de voir des équipes comme Porto en 2004, l'Étoile Rouge en 91 ou j'en passe.
C'est plus possible de voir des équipes comme ça remporter la Ligue des Champions. Maintenant, c'est Real, Barça, Bayern, Manchester City, Liverpool. Et c'est voilà, c'est d'entre-soi, quoi. Voilà, ça change pas trop. Donc, ouais, Ouais. le suspense, ça n'a pris un coup. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais bien revenir au fonctionnement des années 90, ouais, avec et puis voilà, quoi. Mais bon, on verra. Et là, oui, là, tu as le style je reviens au style d'écriture qui est assez, qui est teinté parfois d'ironie et Ah bon? d'antiphrase et là, notamment par rapport au journalisme sportif, donc Oui. est-ce que pourquoi tu as voulu insister sur un certain caractère guindé et conformiste du journalisme sportif ou du journalisme tout court? Alors, c'est certains journalistes que je ne nommerai pas. Certains, ouais. Tu peux les diviser, je pense, en plusieurs catégories. Tu as les girouettes, Mmh. donc ceux qui vont te dire un jour que, je sais pas, Saint-Etienne est la meilleure équipe du monde parce qu'elle a les meilleurs résultats. Puis quand ils vont avoir un coup de moins bien, ça va être, je sais pas, Rennes, tu vois. Enfin, je prends des exemples comme ça au hasard. Donc en gros, ils vont toujours suivre le premier du classement. Euh, T'en as qui privilégient la forme au fond, donc ils sont dans les envolées lyriques, l'esbrouf, le côté grand théâtre, enfin le côté théâtral, grand spectacle, grand guignol, mais dont la vacuité des propos est abyssale. Mais étant donné qu'ils gesticulent, qu'ils vocifèrent, on va toujours penser qu'ils sont pertinents alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je ne citerai pas de nom. T'as les vieux grincheux pour qui c'était mieux avant, donc qui ont du mal à s'enthousiasmer pour les nouveaux joueurs. J'avoue que je suis un peu comme ça, et il n'y a pas de problème. Donc oui, non, c'est assez comment dire, caricatural le journalisme, je trouve. Oui. Oui. Voilà. Et t'as aussi certains journalistes qui ont la parole juste, la sagesse, qui s'enflamment pas après deux ou trois bonnes performances d'un joueur qui veulent le voir typiquement, enfin qui veulent le voir à chaque fois en équipe de France parce qu'il a marqué 2 buts en 5 matchs. Tu vois. Il y a aussi des gens qui sont sages et qui ont la tête sur les épaules. Oui, je sais pas si tu te souviens d'un moment quand au début de la saison 2009-2010, donc on est champion et on avait beaucoup de points d'avance, donc t'en parles dans le livre. Et à un moment, il y avait des commentateurs là sur RMC avec Oui, oui. Riolo, Bribois, qui disaient qu'il fallait que la défense de l'équipe de France, ça devait être les 4 joueurs de Bordeaux, quoi. Oui, C'est-à-dire bah, c'est Trémoulinas, Sanus, oui. Chalmé et Diawara. Enfin, non, Siani. Oui, Siani. Et Mais ça si tu te devait être souviens cette bien, équipe-là. oui, bah, si tu te souviens bien, c'était juste avant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ouais. Et, oui, c'est vrai que vu les performances de l'équipe, qui était quand même en sur-régime, il faut le dire, parce que quand tu prends les joueurs individuellement, bon, Chalmé, c'était un bon joueur de club, latéral actif et endurant, et voilà, qui était vraiment dur au mal, qui était un bon joueur, faut pas être trop dur, mais je pense pas que c'était le niveau Non, non. international. Planus Siani, c'est pareil. Tremolinas, j'ai un petit regret au niveau international parce que c'était quand même un super joueur, avec un pied gauche, vraiment un pied gauche incroyable, qui avait une Mm. qualité de centre merveilleuse. Mais si tu prends, enfin, c'était ridicule. L'équipe fonctionnait bien parce que c'était, voilà, l'équipe marchait sur l'eau. Elle avait la réussite, une réussite incroyable. Je sais pas si tu te souviens, mais en Ligue des Champions, euh, on marque 2 buts contre le Bayern à domicile. Le premier, c'est une Ouais. talonnade, une gère de Siani. Quand est-ce que tu as déjà vu un défenseur central faire ça? Et le deuxième but, c'est Planus qui contre un dégagement du défenseur, je crois que c'est Altintop, et ça redescend dans le petit filet du gardien. Au-delà Enfin, c'est complètement absurde. Tu vois, d'habitude, les clubs français en Coupe d'Europe, c'est la malchance, c'est la guigne. Ils vont taper 4 fois les poteaux, les autres, ils vont faire une frappe décroisée, enfin, contrée, et qui va finir dans les buts, tu vois. On était vraiment victime, enfin, pas victime, mais on avait vraiment énormément de réussite. Donc oui, 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 je me souviens des supporters, enfin des commentateurs, pardon, hyper enthousiastes, ravis de la crèche, et qui voyaient Bordeaux dominer le football français pendant plusieurs années, quoi. Ouais. C'était assez.
Bah, c'est ça que j'essaie de dire avec les. Tu vois, il y a plusieurs journalistes, dont un qui s'enflamme, qui dit que Gourcuff, c'était un super joueur, Gourcuff. Il disait que c'était mieux que le futur Zidane. C'était le meneur de jeu de l'équipe de France et le futur Ballon d'Or pour les 10 années à venir. Voilà, on avait perdu toute notion comment dire, de bon sens. On a mangé notre pain blanc. Et là, Oui. maintenant, Oui. on se demande quand va s'arrêter le déclin. On ne demande peut-être pas forcément de revenir champion de France, mais au moins être dans le top 6, top 7 de Ligue 1. Déjà, ce serait revenir à une place comme ça serait bien, quoi. Ouais. Puis moi, je me souviens, Bordeaux perdait rarement quand on a commencé à suivre dans les milieux des années 90. Bordeaux perdait rarement 2 ou 3 matchs de suite. Ils perdaient une fois et ils perdaient, c'était jamais des scores fleuves. Et moi, on a vu le club évoluer de manière négative et enchaîner des défaites 4-0, 4-1, 5-0. Ils en enchaînaient 3 ou 4 d'affilée. On n'avait jamais vu ça, quoi. C'était dingue. C'était dur à avaler pour des supporters qui, justement, avaient mangé leur pain blanc. Ouais, on a vraiment eu une enfance qui nous a pas préparé à ça, quoi. C'est vrai que qui l'eût cru qu'on en arriverait là, mais bon, ça peut pendre au nez de pas mal de clubs. Bah, disons que vraiment le tournant, je pense, c'est l'arrivée des Américains. GAPC, le fonds d'investissement en 2018. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le fameux Joe Dagrossa, qui Ouais. était un peu le commanditaire du projet, qui avait fait la tournée des télévisions. Et tu sentais que le mec, il ne parlait pas football. On lui posait une question et tu vois, il avait cette manière de répondre à côté, de répondre mais pas vraiment à la question. Et tu voyais que le mec, c'était le vide intersidéral dans ses yeux au niveau footballistique. Donc ces mecs-là sont arrivés, ils sont sucrés sur le dos de la princesse, enfin, au nom de la princesse, je ne sais plus comment on dit, aux frais de la princesse, voilà. Ils ont vécu aux frais de la princesse dans les grands hôtels, ils ont pris l'argent qui était destiné au club, ils avaient promis 80 millions d'investissements qui n'ont jamais été effectués. On a pris des joueurs avec des salaires colossaux comme Koscielny, par exemple. C'était un bon joueur, Koscielny, mais c'était peut-être pas le joueur qu'il fallait à Bordeaux à cette époque-là. On a pris un joueur sud-coréen qui était bon au demeurant, mais voilà, on a fait des trucs, on a fait des achats de joueurs en fonction des marchés que ça pouvait nous rapporter, le marché sud-coréen. Et après, on a pris tout un tas de joueurs qui étaient plus mauvais les uns que les autres. Et forcément, le niveau de l'équipe a chuté. Et ensuite, vu qu'on n'atteignait pas les objectifs européens et donc vu qu'on n'avait pas les rentrées d'argent liées aux places européennes, il a fallu vendre les joueurs, en prendre des moins bons et creuser encore plus le trou, le déficit au niveau du budget. Donc c'était vraiment le début de la fin, quoi. Ouais. Bon, ben ouais, c'est vrai. J'ai une question. Comment tu avais vécu, toi, l'arrivée des Américains à Bordeaux? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est super, on va franchir un palier, on va atteindre le niveau au-dessus, ou est-ce que tu étais sceptique? Non. Oui, bah, pour moi, c'était vraiment le déclin. Bah, on vivait déjà un déclin depuis 2009, puisqu'on perdait des places en Ligue régulièrement depuis 2009. Là, j'ai remis le haut diagramme, là, donc on descendait gentiment mais sûrement. Et vu mes préventions et ma méfiance vis-à-vis des fonds de pension au niveau économie, parce que souvent, c'est des entités qui sont là pour gagner beaucoup d'argent et rémunérer leurs actionnaires et au prix de la santé économique et sociale des structures qu'ils achètent. Donc, j'avais aucune confiance dans ces groupes-là, surtout qu'ils ne connaissaient pas le foot. Donc, non, j'étais pas du tout optimiste. Et malheureusement, j'ai eu raison. Et Gérard Lopez reste dans la continuité. Finalement, que quand GACP est arrivé, hein, ils sont derrière, on ne les voit plus, mais Gérard Lopez, ce n'est pas son argent il emprunte, hein, donc je ne connais pas les circuits, mais. Oui, il emprunte et quand on voit qu'il a mis 40 millions de sa poche, non, il n'a pas mis 40 millions de sa poche. Et d'autre part, il va devoir récupérer cet argent et le rembourser sûrement avec des intérêts. Donc, il faut arrêter de croire que c'est le sauveur. Enfin, il y a une espèce de campagne médiatique autour de Gérard Lopez qui est insupportable et qui est fausse. C'est pas le sauveur du club. Lui, il est là pour se faire du pognon. Le club, il en a rien à faire.
Je sais pas ce que tu en penses, mais certains supporters le voient comme le Messi. Moi, je le vois plutôt comme le Fossoyeur. Mais bon. Ouais, moi, je le vois plutôt comme le Christian, pour ceux qui ont la référence, hein, pas comme le Messi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Grand joueur, 2 buts. Parisien aussi, ouais. Mais qui était Christian, malheureusement, on n'a pas eu de chance, hein, mais parce que c'était un petit peu l'attaquant vedette de la fin des années 90 au Brésil. Il fait une première saison à Paris qui est pas mal. Il débarque à Bordeaux, et c'était le record de transfert, je crois. 13 millions 100 d'euros. millions de francs, ouais, 15 Oh millions là là. d'euros. Oh là là. Arrête, tu me fais du mal. Mais ouais, non. Mais je trouve ça. Bon, maintenant, j'habite plus à Bordeaux depuis 15 ans presque, donc je suis plus trop au courant de ce qui se passe. Mais je trouve impressionnant les jeunes qui sont supporters de Bordeaux. Alors, je sais pas quelles sont les raisons, parce que c'est pas le côté sportif, vu la dégringolade. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le côté social, d'aller au virage sud, de chanter, de s'amuser, de faire la fête. C'est peut-être ça qui fait qu'ils deviennent supporters, quoi, plutôt le côté social. Parce qu'au niveau Oui, sportif, est-ce que nous, on aurait été supporters? Oh, je pense on aurait été supporters quand même si on avait eu un club en Ligue 2 Mais c'est vrai que ça fait moins rêver, quoi. bien sûr, Guillaume, tu sais, on l'a toujours dit, si Bordeaux était en CFA, on irait les voir. Donc, enfin, on les suivrait. Allez, Euh, par la on fin. l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Mais On a vu Chalmé, on les a vus, Chalmé, Planus, Pierre Planus, le frère de Marc, est-ce que numéro c'était 10. pas Chalmé qui avait mis une espèce qui avait voulu faire une ouverture et qui avait mis un lob de 50 mètres, souviens-toi, Ah, au stade Gall. Ouais, peut-être, Ouais. j'ai su. Ou c'était On n'avait Jérémy pas été Stina. champion de CFA, non? Eh ben, je crois que Peut-être, c'est hein. la même année que 99, non? Ou alors c'était les jeunes. C'était les Ouais. moins de 17. Je sais plus. Enfin, il y avait des bons, ouais, c'est sûr, la bonne équipe. Oui, donc tu disais, Mathieu pardon. Béda. Mathieu Ouais, Béda. Mathieu Béda, le Laurent Blanc, du futur. Ouais. Le Laurent Blanc blessé, tu vois. Ah, mais il a le niveau de Laurent Blanc, attention, hein, mais il est toujours blessé, on peut pas le voir. Mais c'est vraiment Laurent Blanc, quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, toi, t'as été ultra un petit peu, t'as été J'avais ma au carte. virage. Il y avait non, Devils, il me semble. Devils ou Ultra, je sais plus. Oh, j'étais pas vraiment ultra jusqu'au bout, hein. Ah, Je tu n'ai faisais pas des donné mon déplacements. corps. Oui, mais j'ai jamais donné mon corps. J'ai jamais été me péter la gueule avec d'autres ultras, hein. C'était Ouais, enfin, purement. t'avais pris une boule de neige dans la figure une fois, je me souviens, à Lille. Ouais, j'ai failli me faire choper, mais ils étaient trop nombreux. J'ai même pas. j'ai pas aucun courage. Faut dire, ça aurait été de la folie, quoi. Ils étaient 30. Ouais. J'étais tout seul. Donc là, ouais, donc bon, bah ouais, c'est vrai, on verra. On verra si Bordeaux retrouve un peu cette gloire passée, quoi. Espérons, mais il y a des clubs. Saint-Etienne a vécu ça, même s'ils n'ont jamais retrouvé leur lustre d'antan. Reims, qui était un club énorme dans les années Ah oui. 50-60, ils ont connu des périodes de vaches maigres très longues, hein. Donc espérons que ce ne soit pas ça pour nous. Ben, je pense que ça suit l'évolution de l'économie mondiale et même du monde. Donc, c'est vrai que je crois que ce foot-là des années 90, 80 et tout, je sais pas, ouais, effectivement, ça, à mon avis, ça reviendra plus, quoi. À moins Oui, qu'il y ait une révolution monstrueuse, quoi, oui, et d'autant que, comme tu disais, les fonds d'investissement sont là pour faire de l'argent sans ou en investissant peu. Donc ils sont là pour faire des profits maximum, enfin le plus de profits possible. Et si ouais. tu n'investis pas dans une équipe, si tu ne mets pas des ressources en place pour la détection des joueurs, des jeunes talents ou des talents à l'étranger, si tu coupes ces financements-là et si tu coupes ces réseaux-là, tu vas pas aller bien loin parce que tu peux pas compter uniquement sur ton centre de formation. Aussi bon soit-il, il faut que les joueurs soient accompagnés de joueurs, enfin, il faut que les jeunes soient accompagnés de joueurs d'expérience et aussi de joueurs d'un niveau supérieur aussi pour progresser. Ouais. Donc si on ne fait pas ça, ça va être compliqué. C'est vrai. C'est un peu, ouais, bah, je sais pas. Bon, on aura vécu ça et puis on verra ce qui. Parce que c'est vrai qu'en même temps, si c'est pour redevenir au sommet, mais en étant avec un fonds de pension ou alors un émirat ou de l'argent sale un peu qui vient se blanchir en investissant à Bordeaux à fond perdu comme le PSG ou tout ça, ou City,
est-ce que ça donne envie aussi, quoi? Moralement, tu te dis, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Enfin, un club qui finalement, alors que tu peux dire Claude Besse, Bernard Tapie, bon, ils ont mis leur équipe au sommet, mais bon, c'était des gars, on ne sait pas d'où ils tiraient l'argent, sûrement que c'était pas propre à 100%. Bah, Mais bon, écoute, c'était moins. Voilà, quoi. C'était. tu parles de bêtes et tapis. Regarde, Bordeaux a fini rétrogradé administrativement et l'OM a fini rétrogradé administrativement. Donc, c'est pas des exemples, si tu veux. Ouais. Simplement, il y en a un qui a fait ça et pourtant, Dieu sait si je ne l'aime pas, c'est Michel Aulas, qui a lui, vraiment, c'était le capitalisme dans le football. Mais il a réussi à tirer profit de ça en investissant sur des jeunes joueurs ou des talents du championnat de France pour les revendre plus cher à l'étranger. Il a réussi à faire ça bien et à mener son club au sommet du football français, avec 7 titres consécutifs quand même. Mais tu vois que c'est pas viable et que c'est pas durable parce qu'à partir du moment où tu vas te tromper dans tes investissements et dans tes choix de joueurs, ton équipe va en pâtir et ton équilibre financier et économique va en pâtir aussi. Donc c'est un système assez dangereux et assez précaire. Il faut vraiment avoir le nez creux et pas se tromper. C'est compliqué. Oui. Ou alors il faut faire une ligue fermée où on récupère les meilleurs jeunes un peu comme en NBA, quoi. Mais bon, c'est pas du tout. Je sais pas, moi, je suis pas fan de ces systèmes-là. Je pense que le système Ligue 1, Ligue 2, tout ça, c'est très bien. Les clubs ont qu'à mieux travailler aussi et mieux investir dans la recherche de talents aux échelons inférieurs. Je pense qu'il y a des très bons joueurs en Ligue 2 et en National. Suffit de chercher, en fait. Regarde des mecs comme Ribéry, il jouait en National. Je sais pas, je prends des exemples. Drogba, c'est pareil. Malouda, il joue à l'échelon inférieur. Il suffit de regarder, en fait, pour les clubs. C'est comme ça. C'est pas en allant chercher des joueurs très jeunes à l'étranger qui vont être déracinés et enlevés à leur famille et qui vont arriver dans un pays nouveau, dans une culture nouvelle, avec une nouvelle langue, des nouvelles habitudes à prendre. C'est compliqué. Vaut mieux, je pense, voir dans les échelons inférieurs. Enfin, j'ai toujours pensé ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Maintenant, la place des agents, des intermédiaires fait que on a des réseaux de recrutement qui sont pas toujours ceux-là, quoi. Non, et puis tu vois, les joueurs ne viennent pas parce que ce sont des joueurs talentueux, ils viennent parce qu'ils sont sous la coupe de tel ou tel agent. Et ça, c'est très dommage. Ouais. Mais oui. Bon, donc pour pour enchaîner sur la dernière partie de l'interview, quels sont tes projets littéraires, s'il y en a, ou autres? Que d'autres? Comme dirait notre ami Gérard de Suresnes. On le salue, on le salue. Depuis là-haut, ouais. Enfin, de là-haut. Il nous regarde avec sa chambre. Projet littéraire. Écoute, je suis actuellement en train de finaliser la rédaction d'un. Alors là, ce sera pas de la fiction. Enfin, ce sera pas un mélange de fiction et de réalité. Ce sera 100% réalité. Ce sera un retour sur la saison 98-99 des Girondins, qui les a vus remporter le titre. Je vais faire mon journaliste. Ça sera pas de la fiction. Ça sera pas de la fiction là. Non, là je reviens, je prendrai chacun des matchs et avec un petit résumé des anecdotes. J'aborderai, si tu veux, pas journée par journée la saison, le déroulement du championnat, qui est un championnat. Enfin, ça s'appellera une saison de fou parce que c'est un championnat de fou avec un scénario incroyable. Où en gros, si on accepte, je crois que c'est la deuxième journée. Bordeaux et Marseille occupent à chaque fois, à chaque journée, la première ou la deuxième place. Avec ce final à 3 journées de la fin où Bordeaux repasse devant Marseille alors que Bordeaux était, je crois, quelques minutes avant, était perdu pour le titre parce que Marseille gagnait et Bordeaux faisait match nul, ce qui plaçait Marseille sur la voie royale. Et Dieu merci, le Paris Saint-Germain a fait son travail et a battu Marseille. Et dans le même temps, Bordeaux a gagné à Lens, est repassé devant et n'a plus jamais quitté la première place ensuite. Et le dernier match face à Paris, où, pareil, Marseille mène à Nantes et Bordeaux fait match nul à Paris. Ce qui fait que Marseille reprend 1 point d'avance sur Bordeaux, enfin, ou 2 points, je ne sais plus. Et Bordeaux gagne à la 89e minute par Feydouno et gagne le titre sur le gong. Voilà, c'était une saison vraiment. Fallait pas être cardiaque. Hein.
Voilà. Donc, je vais revenir là-dessus de manière factuelle et pas romancée. Voilà. Fabuleux. J'ai anecdote, j'étais dans un bar à la place de la Victoire, je crois le bar, tu sais, qui est plus pas côté Capucin, là, de l'autre côté de la place de la Victoire, là, il y avait un bar, je sais plus comment il s'appelait. Bar des sports. Non, non, pas celui-là, pas le Café des Sports, celui qui était plus quand tu vas vers la Bourse du Travail, là, mais place de la Victoire. Ah, je vois pas du tout. J'étais au bar, j'avais oublié mes lunettes, donc j'étais déjà bien myope. Donc j'ai regardé le match en voyant à moitié rien sur l'écran. Donc dans le bar, je sais pas avec qui j'étais, avec des copains sûrement, peut-être bien Julien Arnaud, enfin bref, Julien Arnaud, je sais plus. Julien. Et donc, Julien A, nous dirons, restons anonymes. Et et là, j'étais, ouais, purée, ouais, c'était une soirée de folie après. Une nuit de folie. Comme si c'était un peu comme si tu avais suivi le match à la radio. Mais Ouais, devant la je voyais rien, quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là, quand l'autre il marque à la 89e ou 92e, je sais plus. 89e. Faut imaginer, on a vraiment été gâtés et je pense qu'un peu pourri gâté et au final, bah, peut-être maintenant c'est pour ça qu'on souffre parce que on a eu 96 donc finaliste de Coupe d'Europe avec Zidane et compagnie, 97-99 une bonne équipe quand même qui joue l'Europe qui est tout ce qui était très bonne. Et on fait 90 deux finales de Coupe de la Ligue aussi. Hein. Perdu. Voilà, championnat du monde, Coupe du monde de foot en 98, la France, 99 Bordeaux champion, 2000 Coupe d'Europe, la France gagne l'Euro des Nations. Et donc on a été très, c'est sûr que à Bordeaux, tous les ans, on faisait la folie quoi, c'était la fête et tout. Non, puis tu regardes les joueurs qui venaient, c'était souvent des internationaux. Bah, Imagine, tu vois, Benarbia, quand il signe en 98, Benarbia, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. C'est un joueur qui était monstrueux. Et Bordeaux arrive à le signer. Ah ouais. Imagine, Monaco, imagine. Ouais, imagine. Et en plus, il fait demi-finale de Ligue des Champions la saison d'avant. Imagine, actuellement, Bordeaux serait en Ligue 1 et recruterait, je ne sais pas, je prends un exemple. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais. C'est plus ça, des joueurs de Rennes peut-être ou des joueurs. Oui, Martin Tellier, par exemple, tu vois, au Bourigeaud, ou je sais pas, tu vois, Seko Fofana qui joue à Lens, c'est comme si Bordeaux Ouais, le recrutait, quoi. C'est juste impensable. Bah, c'était ça notre quotidien, quoi. Tous les ans, c'était des joueurs comme ça qui venaient. Hein. C'était ou des Denilson, des Savio que tu aimes Oh là bien. là. Voilà. Savio, oui. On était habitués à le haut du panier européen, quoi. On faisait partie du Gotha des 20 meilleurs clubs européens. Hein, donc, Non, puis tu avais c'était des ça, joueurs notre- des joueurs qu'on se faisait prêter du Real, comme Savio, l'Inter Milan avec Canera. On avait un petit lien avec la Corogne, tu sais, parce on leur avait vendu, enfin, on leur avait acheté Wiltord, on leur avait acheté Paoletta, Ziani et Bonicel. Et Ah ouais. la Corogne, la Corogne à l'époque, c'était quelque chose. Hein. C'était la Liga. Je crois qu'ils sont champions en 2000. Ouais. Ils n'ont pas gagné la C2 ou finaliste de la C2, non je sais pas. C'était pas Saragosse. Je sais plus. Enfin, Je crois pas. bon. Je crois pas. Bon, enfin, ouais, je sais plus. C'était une équipe. En tout cas, j'aime bien ce classement là que j'ai affiché. Tu vois, pour moi, ça devrait être ça la Ligue 1, quoi, tous les ans, avec Toulouse et Sochaux. Bon, Toulouse a sa place normale. Bon, le FC Metz un peu trop haut. PSG 9e, ça correspond à son historique. Voilà. Non, c'est pour me moquer un peu. T'aimes pas trop le PSG, toi? Je sens une note de. Si, je préfère le PSG. Depuis 10 ans, je trouve que c'est un peu dégueulasse ce qui se passe, mais bon, sinon, c'est pas. C'est du dérange doping pas. Ils jouent pas dans la même catégorie, tu vois. Et puis, il y a beau avoir le fait financier. Bon, bah, ils signent un petit chèque et puis c'est fini, tu vois. Donc, c'est dégueulasse. Les lois sont pas mises en application. C'est injuste, ouais. Mmh. Ouais, ok, donc tu veux faire un commentaire sur les Girondins de 99, très bien. Bon, on attend ça avec impatience. Ah bah, écoute, ça sortira en 2004 pour les 25 ans du tout. Ah, très bien, ouais, super. Bon, on va faire des teasings alors pour annoncer. C'est ça, des bandes annonces. Des concours aussi, avec un livre à gagner pour celui. Ah ouais. Un concours. Celui qui répondra à une question archi difficile, tu vois.
Combien de matchs Pascal Philippe a joué pour les Girondins, tu vois, lors de cette saison? Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, pas mal. Combien de joueurs de Brive ont joué aux Girondins, ouais. Une seule. Pascal Philippe, il venait de Brive, non? Ah, je pense à Alain Roche, tu vois. Je sais plus. Mais non. Là, Et tu me prends. Koscielny, il n'a pas joué à Brive? Il est né à Tulle, mais je ne sais plus. Ah, ouais. Je crois qu'il va partir. Bref, non, non. C'est pas grave. Avec son pied gauche magique. Originaire de Bon, ben merci Pierre. Si tu as un petit dernier mot à ajouter, n'hésite pas. Ou sinon. Pas vraiment. J'ai envie de dire, achetez le livre. Ah oui, on va remettre l'image. Ouais. Non, mais puis non, pour les plus jeunes, je me suis rendu compte de ça que quand j'écrivais à des comptes de supporters ou de sites de supporters sur Instagram, beaucoup sont très jeunes et beaucoup n'ont pas connu justement cette saison-là, 2009, enfin l'année 2009. Ce qui fait qu'ils ont trouvé ça intéressant de pouvoir se replonger dans une saison qu'ils n'ont pas connue ou de loin, parce qu'ils étaient trop jeunes ou peut-être qu'ils ne s'intéressaient pas assez au football à l'époque. Donc, si vous avez envie de revivre un petit morceau d'histoire et un pan de l'histoire jalonné de succès des Girondins, bah, penchez-vous sur le livre. Je pense que vous allez vivre de bons moments et vous peut-être vous rappeler de bons moments ou découvrir des bons moments que nous, avec Guillaume, on a vécu en 2009. Ouais. Et est-ce qu'on peut le trouver aussi ailleurs que sur Amazon ou pas? Vous pouvez m'écrire sur Instagram. J'ai un compte, c'est Le Dernier Règne des Girondins, tout simplement. Je peux vous faire parvenir un exemplaire, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, j'avais une question à te poser. Tu vois, on parle de ces moments importants du club. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais quand Bordeaux est champion de France en 2009? Où tu étais Oui, bah oui, enfin j'étais en Creuse, à Guéret. J'étais journaliste là-bas. Donc après, j'ai pas été le week-end. J'étais pas à Bordeaux quand on a été champion. Ouais, ok. Et toi, ouais, comment? Tu te souviens quand même où tu étais? C'est ça que. Ah oui, je me souviens. Oui, en fait, enfin, je te dis ça, non, le jour même, en fait, je crois que j'ai dû regarder le match sur Orange Sport. À l'époque, c'était avec l'inénarrable Jérôme Alonso qui malheureusement sévit toujours sur. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais bon. Voilà, c'était Jérôme Alonso qui était spécialiste, expert. Et donc, c'était Orange Sport à l'époque qui montrait les matchs. Donc, j'étais abonné, je regardais ça, mais je sais plus. Quel est ton problème avec Jérôme Alonso? Bah, après, on est un peu chauvin, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, voilà, on est supporter, bon, modéré, mais quand même. Bon, c'est vrai que des fois, lui aussi, il est chauvin, donc bon. Ah, ben c'est le but. Ça, c'est une nouvelle tendance. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, rien à voir, je change de sujet. C'est qu'il y a 20 ans, on ne savait pas quel club supportait les journalistes. Tu te souviens de ça? Ouais. C'est possible de savoir. Et maintenant, les mecs affichent clairement, bon, bah, je suis supporter du PSG, je suis supporter de Lyon. Et je trouve que ça enlève une note d'objectivité et de sérieux aux journalistes quand ils disent. Ben, je trouve qu'on n'a pas à savoir, pour qui ils sont. Et en vrai, on s'en fout. Ça, Bah, voilà. moi, surtout, voilà, s'ils sont pour Bordeaux, ça me dérange pas, mais si c'est pour une autre équipe, ça m'intéresse pas. Je rigole. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, je suis un peu éloigné de tous les médias sportifs. En fait, je regarde pas trop ce qui est RMC, tout ça. Je regarde les matchs et tout. Tu t'écoutes pas de podcast, de trucs comme ça. Tu lis plus la presse, parce qu'il en reste. Si, je surtout Web Girondin, là, le blog. Ah oui. Bien sûr. Sinon, après, je lis pas trop. Je regarde Twitter, quoi. Après, Twitter, c'est X maintenant. Oui. Ok. D'accord. Voilà. Bon, ben, Pierre, ben, merci pour ce bon moment de souvenir, nostalgie. Très enchanté. Ouais, donc là, je vais mettre un terme au direct, mais on peut rester en ligne pour se saluer
en Cordialement. background dans les loges, comme dirait l'autre. VIP. Bon, ben, merci pour avoir suivi et pour regarder la vidéo en replay. Et puis, donc, je coupe la diffusion, hein, Pierre. Allez. Alors, arrêtez. Bon, là, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Non? Ah, voilà, arrêtez. Tac. Ah, voilà, là, ça y est, là, c'est bon. Là,